Hello Booktube, aujourd'hui on va faire le bilan lecture de cette demi-année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes lectures cette année? Donc aujourd'hui on va faire le tag Mid-Year Book Freakout tag. Je sais pas si j'ai mis les mots dans le bon ordre, mais en gros, on va faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé au niveau de mes lectures pour ce début d'année 2024. Donc, au total, il me semble que j'ai lu plus ou moins 36 livres. Du coup, il y a des questions. J'ai essayé de pas remettre les mêmes livres deux fois pour éviter que ce soit un petit peu redondant. Et c'est parti. La première question, c'est tout simplement la lecture préférée. Quelle est ma best lecture 2024 pour l'instant? Donc en fait, vu que j'ai mis, c'est pas ma lecture préférée, mais en fait, vu que j'ai mis les autres livres dans d'autres catégories, du coup j'ai mis celle-là. Donc il s'agit de Rebel University, donc toute la saga en entière, même si le tome avec la rousse, là, je sais plus quel tome c'est, c'était mon préféré, mais clairement, c'est une lecture que j'ai adorée et c'est surtout très surprenant parce que ça change vraiment du genre de lecture que j'aime d'habitude, puisque d'habitude, j'aime soit la dark romance, soit la romantasy, et là, c'est une romance contemporaine qui se passe dans une université, c'est super bien écrit. C'est écrit par des Françaises, par une Française d'ailleurs, qui avait et qui a toujours un compte Booktube. Mais sinon, bien évidemment, si vraiment je dois choisir une lecture préférée de tous les temps de l'année, c'est Fourth Wing. Mais vu que je l'ai mis dans d'autres catégories, je voulais pas la remettre deux fois. Ensuite, meilleure suite de série et vraiment quand j'ai lu ce livre, je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai pas continué cette saga. Il s'agit du tome 2 de Akotar, qui est un palais de je sais pas quoi et je sais pas quoi. Clairement, je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai pas continué cette lecture avant, puisque tout simplement ce livre est génial. J'avais lu le tome 1, j'avais pas beaucoup accroché et je suis retombée sur des vidéos en fait qui disaient que cette saga commençait à être vraiment bien à partir du tome 2 parce que le love interest, si vous ne savez pas hein, en cas où, si vous vivez dans une grotte, le love interest du tome 1 n'est pas le vrai love interest et que le love interest commence à partir du tome 2. Et vraiment, c'était incroyable. Le problème, c'est que maintenant, je sais qu'on va avoir le couple avec donc sa sœur, puisqu'il y a deux couples en fait dans la saga. Sauf que j'ai peur en fait de repartir de zéro, donc c'est pour ça que je bloque un petit peu dans cette saga. Mais si le couple du d'après est aussi bien que le premier, ça risque d'être pas mal. Question numéro 3, il s'agit de la nouveauté déjà sortie que j'ai hâte de lire. Donc, cette nouveauté a eu le temps de sortir et en anglais et en français pour vous dire à quel point ma pile à lire est pleine à craquer de livres à lire. Il s'agit de One Dark Window, donc ça, c'est le titre en anglais et le titre en français, il me semble que c'est Une fenêtre sur les ténèbres, si je dis pas de bêtises. C'est une romantasy, honnêtement, au niveau de l'histoire, j'arrive pas vraiment bien à m'en souvenir, mais c'est une romantasy, il me semble, avec une maladie, si je ne m'abuse. Je trouve que la couverture est super originale et super jolie. Et donc déjà, j'avais envie de la lire en anglais et quand j'ai vu qu'elle était déjà sortie en français, je me dis ça s'ira encore mieux et encore plus vite. Tellement mieux et vite que ce n'est toujours pas lu. Quatrième question, la sortie que j'attends le plus. Et là, il s'agit du tome 2 du serpent et du descendant de la nuit parce que clairement, c'est quoi cette fin? J'avais adoré le tome 1. D'ailleurs, je l'ai mis quelque part dans une autre question. J'avais adoré le tome 1, donc romantasy, où en fait, on va suivre une jeune fille qui a été recueillie quand elle était toute petite, donc par un vampire, donc dans le monde des vampires. Et en fait, elle va faire comme des jeux un petit peu à la Hunger Games. Et à la fin des jeux, donc il est censé avoir qu'un gagnant. Et le gagnant se voit accorder la faveur qu'il veut par les dieux, par la déesse, je crois, puisqu'il est une déesse. Donc du coup, le livre était incroyable et en fait, elle va devoir faire alliance pendant ces jeux avec un vampire et elle ne doit jamais faire confiance aux vampires. Et concrètement, j'attendais une fin et la fin qu'il y a eu était totalement l'inverse. Un retournement de situation, on se dit mais c'est pas possible. Tout le gars là, le love interest que j'ai vu pendant les trois quarts, 90% du tome 1, il est passé où à la fin? Genre, il retourne complètement sa veste. Il est totalement une personne différente. Et en fait, je suis tellement curieuse de voir qui était le vrai qui, en fait, enfin, qui il est réellement, que je peux plus d'attendre le tome 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je ne sais pas s'il sort dans cette fin d'année 2024 ou début 2025, mais en tout cas, je n'en peux plus et j'ai trop hâte. Et j'essaie, c'est bête, hein, mais j'essaie de pas trop souvent penser à cette saga, parce que si j'y pense, ça va me redonner envie de la lire. Tome 5, plus grosse déception.
Et alors là, c'est d'autant plus une déception. Il s'agit de Wildlands, donc c'est le tome 2 de Savage Land. Le tome 1 n'avait pas été si désagréable que ça, donc c'est une romantaisie slash dystopie. En fait, c'est notre monde, mais s'il avait évolué différemment, donc ça se passe dans une prison. Le personnage masculin, tout le monde s'en fait tout un cinéma et tout un flanc. Personnellement, je le déteste, et encore plus dans ce tome 2, je l'ai encore plus détesté. Je le trouve vulgaire, non, il me plaît vraiment pas. Et vous savez que quand le personnage masculin plaît pas, en général, c'est difficile de rattraper le livre, hein, clairement. Je ne peux pas me le voir, je ne peux pas me le voir, donc déjà, ça aide pas. Il s'appelle Warwick, en plus, c'est quoi ce nom? Et je me suis dit, le tome 1 n'était pas si mal, on va lire le tome 2. En plus, il y a 5 tomes, hein, bien tassés, je crois, même plus. Et non, le tome 2 est encore pire que le tome 1. Moi, en plus, je voulais qu'elle finisse avec le gars du début, là, le gars du début du roman, là, celui pour lequel elle était destinée, et puis ça ne va pas se finir comme ça, donc ça m'énerve déjà. Non, mais non, j'aime pas. Et c'est d'autant plus une déception puisque je suis assidûment Nina Quill, et que Nina Quill, elle a dévoré cette série, et que moi je l'aime pas. Alors que d'habitude, quand elle recommande un livre, je l'adore aussi. Donc ça m'a d'autant plus déçue. Mais cette saga, non, je vais pas continuer, je vais pas réitérer. J'ai essayé jusqu'au tome 2, la stop. Question 6, la plus belle histoire. Alors là, j'ai pris un truc assez original, puisqu'il s'agit des mystères de Fleet House. Donc en fait, pendant un long moment, j'ai eu une grosse panne de lecture début d'année, et je me suis dit, pour pallier à ta panne de lecture, tu vas lire des genres de livres que tu ne lis jamais. Et clairement, ce genre de livre, je n'en lis jamais, puisque c'est un petit peu... Je pense pas que je peux qualifier ça de cozy mystery, puisque c'était pas du tout rayon de cozy mystery. C'est une enquête, mais c'est pas en mode grosse enquête policière, tout ça. Donc en fait, on va suivre une enquêtrice. En plus, c'est en Angleterre avec les décors et tout. Vraiment, j'ai adoré le cadre. Ça fait vraiment voyager. On a vraiment l'impression d'avoir les images dans la tête. Et en fait, on va suivre une enquêtrice donc qui va enquêter dans une école où il y a eu deux morts d'affilée. Et c'est l'école un petit peu le vieux pensionnat de garçons ou famille de riches, etc., etc. Et ce livre est tellement bien ficelé que je l'ai dévoré, et je ne m'attendais vraiment pas à aimer ce genre de livre, parce que pour moi, un livre sans romance, ça sert à rien. Alors que je l'ai dévoré, ça fait partie de mes meilleures lectures, et c'est d'autant plus surprenant que je ne lis jamais ce genre de truc d'habitude. Mais j'ai adoré, ça se laisse dévorer, le mystère, on est pris dedans en fait, puisque au plus vous avancez dans le livre, au plus vous voyez que tout est lié. Puisqu'en fait, au début du livre, vous avez l'impression qu'il y a des trucs qui se rajoutent petit à petit, qui n'ont rien à voir. Et en fait, petit à petit, tout s'entremêle en fait, tout se lie, et vous dites, ah, mais ça c'est pour ça. Ah, mais ça c'est parce que si, parce que ça. Et en fait, à la fin, vous avez tout le fil qui vous revient, et c'est incroyable. Et donc c'est l'autrice s'appelle Lucinda Riley, et je sais qu'elle c'est l'autrice de la saga des 7 sœurs, qui n'est absolument plus à présenter. Alors la saga des 7 sœurs, ça n'a rien à voir avec ce genre de livre, mais je sais qu'elle a écrit d'autres livres qui ressemblent un petit peu au mystère de Fleet House, que je pense que je vais continuer de lire. Mais c'est la plus belle histoire parce que c'est clairement celle qui m'a le plus surprise de par son genre. Septième question, nouvel auteur favori. Et là, du coup, c'est là où Le Serpent et les Descendants de la Nuit rentre en jeu, puisqu'il s'agit de Carissa Broadbent. Clairement, au vu de son écriture que j'ai découvert dans Le Serpent et les Descendants de la Nuit, clairement, je peux dire que c'est ma nouvelle autrice fave. Et là, donc, je suis en train de lire Un destin lié dans le sang, ou Un destin ancré dans le sang, Un destin ancré dans le sang, pareil, qui est d'une autrice méga connue en romantaisie. Vous verrez quelle autrice, il me semble que c'est Danielle Jensen, ou c'est celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Clairement, elle est super connue, et quand je vois son style d'écriture, bon du coup par la traduction française, mais son style d'écriture quand même, je comprends, et je pense que ça va devenir une de mes autrices favoris aussi, même si je suis toujours en train de lire son roman. Question 8, le plus gros crush qu'on ait eu fictif. Là, j'ai un petit peu triché, puisque pareil, toujours dans mon truc, je sors de ma page de lecture, j'ai relu une de mes sagas favorites d'adolescence. C'est ma saga favorite, donc il s'agit de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. Et clairement, Eden, donc le personnage masculin, le love interest, a toujours été mon comment on dit, fictional crush ultime, et je sais que dans ma vie, je veux un Eden.
C'est pas, vous savez, ce genre de crush fictif de dark romance où on dit, lui, en vrai, gros cœur, dans le fictif, mais si je l'avais dans la vraie vie, c'est hors de question, c'est un gros red flag. Non, non, non. Ce mec est un green flag à tous les niveaux. Je veux un Eden dans ma vie et c'est en relisant le tome 1 et le tome 2 que, en fait, je me suis rendu compte que je l'aimais de fou. Donc, en vrai, j'ai eu un petit crush que vous allez voir juste après, mais clairement, je suis retombée in love depuis. Du coup, question 9, notre personnage favori. Et là, je vais parler de Ladon et aussi un petit peu d'Emily, donc qui sont les personnages de... c'était quoi le titre déjà? Attendez, j'ai un trou de mémoire. Ce livre-là, là, où j'ai fait un vlog dessus. Vous voyez, là, je vous l'affiche. Clairement, je vous invite à aller voir mon vlog parce que vous allez savoir pourquoi je dis ça. Mais ce mec est incroyable, il est sensible, il est mignon, il est sensible mais pas trop cucu. Il est sensible mais en tout cas, mais en même temps, c'est un guerrier redoutable. Vraiment, je l'ai vraiment adoré. Et Emily, je peux la mettre également dans le même lot, donc qui est le personnage féminin de ce roman, qui s'appelle Knights of Obedience. Ça vient de me revenir. Clairement, les deux, ils sont incroyables parce qu'ils font preuve d'une maturité incroyable et je trouve que c'est assez rare dans ce genre de romantaisie où les personnages ont plus tendance à s'engueuler quand il se passe quelque chose qui va pas plutôt que d'essayer de parler et de se comprendre. Question 10, un livre qui m'a fait pleurer. On va pas passer par quatre chemins. J'ai mis Four Swing, le tome 1. Hein. Vous-même, vous savez pourquoi. Je vais pas spoiler, mais ceux qui savent, savent. Mon cœur s'est brisé. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré pour un roman, mais là, mon cœur s'est brisé en deux. La question 11, je vais la skipper parce que c'est le plus beau livre et vous n'êtes pas sans savoir que je lis presque exclusivement sur Kindle, donc c'est compliqué de vous parler d'un plus beau livre, mais clairement je lis sur Kindle économiquement parlant parce que clairement quand je vais en Cultura et que je vois les livres en toc-toc reliés avec des gestes magnifiques, clairement je me retiens de les acheter. Et question 12, un livre que je dois lire avant la fin de l'année. Là, j'ai pas pu me résoudre à en choisir qu'un. J'en ai choisi 3 parce qu'il y en a tellement que je veux lire. Donc le premier, il s'agit de L'ombre d'Adeline parce que tout simplement, c'est une des dark romances qui a refait surgir la dark romance, qui l'a remise au goût du jour. Et il faut que je le lise, mais je sais pas pourquoi. Quand un livre a trop de hype, en fait, j'ai du mal à lire. En fait, ça me fait ça double niveau parce que quand c'est la romantaisie, au plus il y a de la hype, au plus j'adore le lire et au moins il y a de la hype, au moins je me dis mais si personne n'en a parlé, ça veut peut-être dire qu'il est pas bien alors que ça veut rien dire. Par contre, à l'inverse, quand c'est la dark romance, au plus il est hypé, au moins j'ai envie de le lire parce que je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement eu de TikTok dessus que L'ombre d'Adeline, en fait, j'ai moins envie de le lire mais je me dis que c'est trop un classique, il faut que je lise. Niveau romantaisie hypée, When the Moon Hatch, pareil, favori de pas mal de personnes françaises et anglaises, américaines. Il me semble que c'est une romantaisie polaire et je pense que je vais me la tenter pour le challenge été glacé de Nina Queen, mais ça m'embête parce que c'est en anglais et j'aurais aimé lire que des livres en français pour que ça aille vite. Mais pareil, il a l'air incroyable. Et le troisième, il s'agit du Faucheur de sorcières. Pareil, c'est une romantaisie qui a l'air assez originale avec des sorcières. Et ça change parce que les faées, on fait le tour assez régulièrement. Mais là, avec des sorcières, avec des sorcières, ça a l'air trop bien. C'est ce qui résume plus ou moins mon bilan de l'année, de la mi-année 2024. J'ai lu 36 livres. J'espère clairement que je vais plus en lire pendant l'autre moitié parce que 36, je trouve que ça fait vraiment pas énormément de livres en fait. Et quand je vois ma wishlist qui est longue comme ça, je me dis qu'il y a vraiment du boulot à faire. Lire plus en anglais aussi parce que je pense que ça le fait à pas mal de personnes. Je sais que quand je lis en français, forcément, je lis plus vite, c'est ma langue natale. Mais quand je lis en anglais, j'ai l'impression d'être plus dans l'histoire parce que je sais pas, parce que j'ai l'impression que quand c'est traduit, ça se sent un petit peu dans la lecture. Du coup, plus lire en anglais aussi. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez adoré, vos coups de cœur ultimes de ce début d'année 2024. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.